Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va répondre à une des questions qui m'est le plus posée concernant les investissements. Je précise toujours que je ne suis pas une conseillère ou une consultante en investissement, donc là je vais vous partager vraiment mes expériences et mon propre avis. Je fais de mon mieux avec la lumière du jour puisque partout où je me mets, je me retrouve avec des ombres un peu cracra, mais tant mieux dans un sens, il fait super beau et ma maison est exposée, alors je vais éviter de me plaindre. Sans plus attendre, je vous propose de parler un petit peu du plan de cette vidéo. Je vais vous dire dans quoi vous ne pouvez pas investir quand vous avez 1000 € et des alternatives qui se présenteront à vous. Je vous dirai dans quoi moi j'ai envie d'investir et dans quoi j'ai investi. Et je vous parlerai également des erreurs à ne pas commettre pour commencer à faire des investissements si vous avez 1000 €. Je pense que ça vaudra le coup aussi de faire un petit tour dans mon budget du mois, dans mes enveloppes. Nous allons bientôt démarrer la 3e semaine du mois de mai 2022 au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Alors, allons-y, c'est parti. Donc déjà, la question qu'on me pose en fait est celle-ci. J'ai 1000 €, je suis prêt à prendre des risques et j'aimerais les investir. Alors, déjà, c'est intéressant de voir en termes de personnalité comment vous percevez les risques. Moi, personnellement, je me suis rendu compte avec le temps que je n'avais pas un très gros profil de risqueuse. C'est-à-dire que si on me donne là 1000 € tombés du ciel et que je dois les investir, autant je suis capable de me dire que je vais peut-être pouvoir perdre 100, 200 € sur ces 1000 €, autant accepter que ces 1000 € disparaissent parce que j'ai pris un trop gros risque d'investissement, eh bien j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc on a tous une aversion au risque qui est différente. Soyez honnête avec vous-même par rapport au moment où on se parle. Quelle est votre situation par rapport au risque? Est-ce que vous pouvez vous le permettre? Est-ce que vous vous en sentez capable? Est-ce qu'émotionnellement c'est facile pour vous ou pas? Et à partir de là, vous verrez, on va décliner des potentiels choix qui vont vous correspondre ou pas. Mais c'est important d'être honnête dès le départ sur ce qu'on se sent capable de faire pour ne pas se dégoûter de l'investissement. Après tout, si demain vous avez de l'argent à investir, il faut que vous puissiez quand même le faire sans trop être paralysé par la peur. En tout cas, ça c'est mon avis. Alors, pourquoi est-ce qu'on me pose cette question des 1000 €? Je pense que 1000 € à la fois c'est une somme qui est conséquente aujourd'hui, à la fois, puisque ça représente pour beaucoup de gens, ça représente à peu près l'équivalent d'un mois de salaire quand même en France. Pour autant, c'est une somme qui ne va pas vous permettre d'investir ou d'investir durablement, en tout cas dans certains secteurs qui sont réputés comme étant rentables. Exemple, l'immobilier, les business. Donc en termes de parts, investir pour avoir des parts d'une société par exemple, et la bourse. Alors oui, évidemment, acheter des propriétés avec 1000 €, ça va être très compliqué. Avoir des parts dans une société qui est rentable avec 1000 €, ça risque d'être très compliqué aussi. Et investir durablement en bourse, ça peut être un frein de n'avoir que 1000 €. Je m'entends, attention, je mets des très très gros guillemets autour de que 1000 €. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est compliqué d'investir et quelles sont les alternatives si vraiment il n'y a que ces secteurs-là qui vous intéressent, et ensuite on passera aux secteurs qui, moi en tout cas, m'intéressent et dans lesquels j'ai envie d'investir. L'immobilier, effectivement, quand on voit aujourd'hui ce que ça coûte déjà de mettre en place un apport et d'investir dans une résidence secondaire ou d'investir dans une résidence locative, peu importe vos objectifs ou même dans des bureaux, 1000 € ça ne suffira pas. Néanmoins, en termes d'alternatives, il y a de plus en plus de start-up. Moi, une abonnée m'a parlé par exemple de la start-up qui s'appelle Bricks, BRICKS, et qui vous permet d'acheter des mini fractions de propriété en commun avec plein d'autres personnes. C'est en fait un montage financier qui fait que la résidence ou l'immeuble que vous allez acheter pour un investissement ne vous appartient pas totalement, mais appartient à une multitude de personnes. Pourquoi moi j'ai tendance à pas aller là-dessus avec 1000 €? Parce que je trouve que le rendement est excessivement faible, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez pouvoir toucher peut-être une fraction de ces 1000 € tous les mois, peut-être 2 €, 3 €, 4 €.
Très bien, moi personnellement, si j'investis, comme je vous disais, j'ai pas un gros profil de risqueuse. 1000 euros, c'est assez conséquent pour moi. J'ai pas forcément envie de les voir disparaître pour toucher quelques euros par mois. En tout cas, ça, c'est mon caractère. C'est peut-être pas le vôtre. Peut-être que vous vous dites, je veux vraiment aller vers l'immobilier. C'est un pas pour y aller. Donc, vous avez par exemple Brix. Les opportunités aussi sont rares. Donc, il faut être très, très alerte sur les annonces qui sont posées. Ensuite, investir des parts dans une société rentable, c'est parfois très compliqué. Et là aussi, il existe des systèmes un petit peu comme Brix qui vous permettent d'être des investisseurs, de multiples investisseurs dans des toutes petites entreprises. Il y a notamment le crowdfunding ou le crowdlending. Voilà, qui vous permettent là aussi de multiplier les petits investissements. Par exemple, avec 1000 euros, vous pourriez mettre 500 euros dans une société qui vous paraît prometteuse et 500 euros dans une autre. Et vous auriez une micro-fraction là aussi de part dans cette société et tous les ans peut-être soit des retours sur investissement si vous êtes actionnaire, soit vous avez carrément un retour de mise si vous avez prêté de l'argent. Là aussi, c'est pas une solution que j'ai choisie parce qu'on le voit bien, les choses sont assez incertaines pour tout le monde, je pense, ces quelques dernières années, notamment à cause de la crise sanitaire. Honnêtement, j'ai pas les connaissances aujourd'hui pour dire je vais investir dans telle ou telle société et je pense que ce sera un bon investissement de mes 1000 euros. En fait, j'en sais rien parce que je pense qu'il n'y a pas seulement le savoir-faire de la société qui compte, mais aussi tout le contexte autour, le contexte politique, le contexte économique, le contexte en termes de conflits aussi, on l'a vu dernièrement dans le monde, donc le contexte géopolitique. Si vous vous sentez, ou en tout cas que ça vous intéresse, d'éplucher le potentiel de certaines entreprises, par contre, je pense que ça peut être un très bon pied à l'étrier pour ces 1000 premiers euros. Pourquoi je n'investirais pas non plus dans la bourse ? Pour moi, 1000 euros, c'est trop peu. C'est-à-dire que vous allez mettre vos 1000 euros et vous allez attendre qu'il se passe quelque chose. La plupart des gens qui investissent en bourse investissent vraiment régulièrement. Donc, ils vont mettre leur première mise peut-être de 1000 euros, mais tous les mois, il y a 100, 200, peut-être même 50, mais jusqu'à des sommes impressionnantes tous les mois en bourse. En général, c'est plutôt risqué. Néanmoins, il y a des très très beaux retours sur investissement. Il y a des gens évidemment qui aujourd'hui ne vivent que du rendement de leurs investissements en bourse. Très bien, moi le problème c'est que c'est vraiment éthiquement parlant, ça me pose un souci d'aller en bourse et d'aller continuer à financer un monde qui ne me convient clairement pas, avec des très grosses entreprises qui créent des monopoles, qui nous prennent nos données et puis qui potentiellement vont aussi saccager la planète. Alors on y participe tous, je ne vais pas rentrer dans ce débat, aujourd'hui je suis sur YouTube donc forcément je ne vis pas dans une forêt, je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde en y échappant ou en tentant d'y échapper. Par contre, il y a une limite, j'ai pas forcément envie d'investir mon argent dedans. Voilà pour les investissements, je pense, qui posent problème et qui, dans l'imaginaire collectif, quand on doit investir, on investit forcément là-dedans. Moi, je pense que même si vous pouvez le faire avec des alternatives, eh bien, c'est pas forcément vrai. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez investir avec vos 1000 premiers euros et je vous propose de découvrir ça tout de suite. Alors, première chose, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, donc je peux vous le dire, ça fonctionne. Je vous invite fortement à investir dans la connaissance. Alors attention, je ne suis pas là pour faire ma hippie de base et vous dire d'investir dans des choses ésotériques, bien que chacun fait ce qu'il veut de son argent. Là, on parle vraiment d'investissement. La connaissance, c'est quoi ? Ça va être des formations, ça va être des bouquins, ça va être des conférences, etc., etc. Ce sont des choses qui vont vous apporter des compétences ou un savoir-faire ou un savoir-être que vous allez pouvoir développer et revendre derrière. Je vous donne un exemple très simple. En 2017, je travaillais dans une entreprise dans laquelle on me demandait de faire un peu de commercial, un peu de communication, et moi, j'ai décidé, avec mes sous, puisque je n'avais pas de budget formation à l'époque, j'ai décidé de me payer une formation pour apprendre à faire de la publicité sur Facebook. Donc la publicité sur Facebook, c'est plus ou moins technique. Mais en tout cas, il faut apprendre à créer des visuels pour des entreprises. Il faut apprendre à délivrer le bon message et à viser la bonne audience, en gros, pour avoir du retour sur investissement. Donc moi, la formation en 2017 que j'ai achetée, elle m'a coûté 500 euros.
Un petit peu moins, je crois qu'on était à 479 ou 497, je ne me rappelle plus de ces prix un peu rigolo qu'on nous sort dans la formation. C'était une formation en ligne, puisque comme je travaillais déjà, je n'avais pas le temps de m'éclipser une semaine pour apprendre les rudiments de la publicité sur Facebook. Cette formation, dans les mois qui ont suivi, donc j'ai vraiment tout bien écouté, les vidéos, j'ai fait des tests, etc. Elle m'a permis de dégager une première mission en indépendante de 5 000 €. J'ai pu gérer pour la première fois les publicités d'une entreprise extérieure à la mienne. Et voilà, en fait, ça a été, clairement, ça a été multiplié mon investissement par 10. Je suis à peu près convaincue qu'on peut faire ça avec toutes les connaissances. Qu'il s'agisse de transformer, j'en parle souvent, mais voilà, vous êtes super bon ou super bonne en nourriture végane, en pâtisserie, vous savez réparer des véhicules, voilà, de toute façon, quelles que soient vos connaissances, et tout le monde en a, que ça passe du tricot à l'enseignement de l'allemand, on s'en fiche. Vous avez la possibilité d'aller encore plus loin ou carrément de changer de voie et de vous dire ok, j'ai vraiment envie d'apprendre ça. Deux choix dans vos investissements. Soit vous choisissez des secteurs qui recrutent déjà. Et là, pour ça, je vous invite à aller sur des sites où vous pouvez voir le potentiel un petit peu de recherche de compétences comme les vôtres. Donc, vous avez Malte, par exemple. Vous avez Upwork. Vous avez Fiverr. Ce sont des sites en fait où des indépendants sont inscrits et vous disent en gros combien ils coûtent et ce qu'ils sont capables de faire. Regardez ceux qui ont souvent été employés pour des missions. Regardez pourquoi pas les prix journaliers qu'ils affichent pour faire payer les entreprises. Si vous êtes sur des secteurs, là on est plutôt sur du professionnel, donc c'est plutôt pour travailler avec des entreprises ou des indépendants, donc on est beaucoup dans le service. Par exemple, moi typiquement, pour trouver un client, je l'ai eu par rapport à mon réseau, mais j'aurais pu le trouver sur la publicité Facebook dans ces 3 sites. Si vous êtes plutôt du côté service aux particuliers ou création de choses, vous allez voir sur Instagram, vous allez voir sur Etsy et vous allez voir sur les sites web directement de gens qui font ce que vous voudriez faire et vous allez voir combien coûtent leurs prestations et si beaucoup de personnes les suivent. Tout ça, ce sont des indices pour se dire ok, finalement, cette formation en cake design, moi, ça me ferait plaisir de la faire. Mais en plus, je pense que pour les mariages, les anniversaires et les fiestas, il y a vraiment un potentiel. Je peux vendre des gâteaux 75 ou 100 €, alors que normalement, en boulangerie, ils sont vendus 25. Voilà. Donc, investir dans la connaissance, c'est jamais perdu. Réfléchissez à l'avance à ce que vous voulez apprendre et trouvez une façon de le monétiser derrière. Si vous avez des questions là-dessus, posez-les moi. C'est vraiment un sujet, moi, en tout cas, qui me passionne. Et pour le coup, on n'est pas sur de l'investissement, à mon sens en tout cas, on est rarement sur de l'investissement risqué puisqu'au pire du cas, si vous n'arrivez pas tout de suite à rentabiliser le prix de votre formation, il est assez rare que ça ne vous amène pas des opportunités différentes et la possibilité de même négocier, pourquoi pas, de nouveaux postes en interne si vous êtes salarié, voire des augmentations de salaire. Donc la connaissance pour moi, c'est la première chose dans laquelle vous pourriez investir avec vos 1 000 €. Ensuite, vous pouvez investir votre argent dans les métaux précieux. J'ai l'intention ce mois-ci d'acheter mes 200 premiers euros en or. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas sûr d'ailleurs que ce soit le meilleur moment, on en parlera, mais si c'est pas ce mois-ci, ce sera un autre moment. En tout cas, j'aimerais investir mes 200 premiers euros en or et pas dans d'autres métaux précieux pour le coup. Il y a des métaux lambda, type l'étain, le métal et d'autres métaux. Et puis en métaux précieux, globalement, c'est l'argent et l'or qui comptent. Je vais vous expliquer pourquoi l'or, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, l'or a toujours été considéré un petit peu comme la pierre, comme une valeur refuge. C'est-à-dire que quand on dit valeur refuge, ça veut dire que ce sont des investissements qui normalement sont censés battre l'inflation. Alors simplement pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ça,
Aujourd'hui, si vos 1000 €, vous les laissez sur un livret A, cet argent-là, il va être englouti par l'inflation. Pourquoi? Parce que tous les ans, notre devise, donc là c'est l'euro, mais c'est pareil pour les dollars et c'est pareil partout, notre devise perd de la valeur. Exemple, en 2000, donc il y a 22 ans, en l'an 2000, une baguette de pain, ça coûtait, tenez-vous bien, 64 centimes en boulangerie. Je précise en boulangerie, pas en supermarché, en boulangerie. Aujourd'hui, on est en 2022, exactement la même baguette de pain, elle se vend entre 1 € et 1,50 €. Alors, effectivement, il y a l'inflation. Tous les ans, notre argent perd de sa valeur. Ça n'a jamais changé. Il n'y a jamais eu de hausse historique de folie à ce niveau-là. Selon les villes et les boulangeries, vous allez avoir des variations. Pourquoi? Parce que les loyers vont augmenter, la matière première va augmenter. Il va y avoir des conséquences géopolitiques qui vont influer sur le prix des matières premières. Exemple, cette année, le pain a pris plus de 20 centimes. La baguette a pris plus de 20 centimes à cause de la guerre, à cause de la sécheresse qui pose vraiment des problèmes pour s'approvisionner. Tout ça fait que si vous avez 64 centimes en 2000, ils ne valent plus du tout la même chose qu'en 2022. Okay, donc si vous laissez vos 1000 € sur un compte, dans 50 ans, vous aurez toujours les 1000 € sur ce compte avec quelques petits intérêts, mais tout aura augmenté en fait, vous ne pourrez plus vous payer grand-chose avec. Je vais vous montrer à peu près ce que l'or permet de faire. Donc l'or, c'est censé être un investissement à long terme. Si vous jouez aux petits boursicoteurs, comme on dit, eh bien vous risquez effectivement là par contre de perdre de l'argent ou d'être un petit peu déçu, puisque l'or, comme la majorité des investissements, voilà, le prix de l'or, la valeur de l'or, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En fait, vous avez tout intérêt déjà à acheter dans une période de baisse, donc dans un cycle de baisse, là on achète de l'or, et si vraiment vous voulez revendre, c'est plutôt dans les pics en hausse. Néanmoins, mon conseil, si vous avez 1000 €, c'est de ne pas tout investir dans l'or. Vous voyez, moi je suis plutôt dans les 200 € pour démarrer, et c'est de les oublier en fait. Donc ça veut dire que cet argent-là, vous n'en avez vraiment pas besoin immédiatement, vous l'oubliez et vous le laissez courir sur plusieurs années. Reprenons les exemples au cours de l'histoire. Sur un livret A, si en 1980, allez, on va mettre livret A. En 1980, si j'avais placé 850 €, eh bien, aujourd'hui, enfin on va dire en 2021, parce que je n'ai pas les chiffres de 2022 exactement, en 2021, ces 850 €, vous auriez péniblement atteint les 1000 € environ. Je suis peut-être à quelques dizaines d'euros près, vous auriez peut-être eu 1050 €, voilà. Ça, c'est ce que ça donne avec un investissement sur le livret A, donc autant dire, vous laissez votre argent dormir sur un compte en banque. Si vous aviez investi dans l'or, eh bien, en 1980, on va prendre exactement la même somme, 850 €. En 2021, vous auriez pu vendre votre or à 3000 €. En tout cas, c'est ce que votre or vous aurait rapporté. Donc, vous voyez bien la différence. Livret A, concrètement, sur 20 ans, on ne peut pas dire qu'il y a eu des évolutions de folie. Ça ne bat même pas l'inflation, puisque l'inflation, elle peut aller jusqu'à 6, selon les années, elle peut aller jusqu'à 6-8% par an. Un livret A, les intérêts sont à 1% maximum. L'or, pour le coup, là, aujourd'hui, vous pouvez vous dire qu'avec 3000 €, vous auriez quand même fait des trucs vraiment sympas grâce à la revente de cet or. Voilà un petit peu, je ne vais pas m'étendre plus. En tout cas, vous pouvez acheter votre or globalement dans plein d'enseignes spécialisées. Faites très très attention, comparez. Faites des devis, puisque ça coûte aussi de produire de l'or. Donc certaines boutiques vous les vendent un peu plus cher. Vous avez Or en Cash par exemple qui peut vous fournir et vous sécuriser de l'or. Vous avez des sites sur internet. Moi j'aurais tendance à aller en boutique en tout cas. Je pense que c'est déjà plus humain et en plus vous avez vraiment du conseil personnalisé sur vos investissements.
Nous avons donc parlé des métaux précieux. Eh bien, je vous invite, pourquoi pas, en tout cas moi c'est aussi ce que je vais faire dans ma stratégie, à investir dans une ou plusieurs muses. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une personne que je dois apprendre à peindre? Non, pas du tout. Alors déjà, la muse, c'est un concept qui est tiré de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors c'est un livre pour tous les gens qui travaillent sur Internet, qui fait rêver tout le monde, puisque ça vous promet qu'en 4 heures par semaine, vous allez bosser et vous allez toucher la même chose que si vous aviez bossé 40 heures en étant salarié. Attention, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser complètement de côté. L'important, c'est de comprendre l'idée. C'est-à-dire que quand on décide de changer sa façon de travailler et sa façon d'investir, on peut tout à fait se détacher du temps qu'on passe sur les choses et essayer d'investir intelligemment pour ne pas y passer tout son temps et gagner un peu plus. Voilà, donc déjà, attention, il y a à boire et à manger dans ce bouquin. Moi, je l'aime beaucoup parce que globalement, ça m'a quand même aidé à changer d'état d'esprit et je peux vous l'assurer, les principes fonctionnent. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une muse? Une muse, c'est une entreprise, un business, vous l'appelez ça comme vous voulez, et c'est en général quand on se dit tiens, je vais investir dans une entreprise, on s'imagine, comme je le disais tout à l'heure, soit on devient actionnaire, soit carrément on monte sa propre entreprise. On est un peu capitaine du bateau, beaucoup même, on travaille 50 heures par semaine et on fait en sorte de rentabiliser à fond. Ou alors, on ouvre une petite entreprise sur le côté, on finit son travail à 17 heures et de 17 à 20 heures, on bosse sur son entreprise. Ok, très bien, jusque-là, c'est ok. La différence avec une muse, c'est que vous possédez une entreprise dont le bénéfice ou le chiffre d'affaires n'est pas lié à votre temps de travail. Donc ça demande pas mal d'automatisation et pas mal de stratégies. Je vais vous donner des exemples puisque moi, aujourd'hui, je considère que ce que je fais sur YouTube avec Louise Budget, c'est le départ d'une muse. Je m'explique. Donc en ligne, puisque vous avez la possibilité de créer des business en ligne maintenant, eh bien ces 1000 premiers euros, moi par exemple, j'ai pas investi dans grand chose sur cette chaîne YouTube au départ. J'ai investi dans un trépied. J'avais déjà un bon téléphone, mais si ça n'avait pas été le cas, eh bien je pense que j'aurais acheté un téléphone ou un petit appareil photo qui me permette de faire de la meilleure qualité. Bon, ça c'est vraiment optionnel à mon sens. Maintenant, la majorité des appareils photo, des vidéos incluses sur des smartphones récents est quand même super bonne. Et j'ai investi ensuite très vite dans un micro. Donc j'ai acheté 2 trépieds depuis que j'ai commencé en septembre, un micro et mon téléphone, je l'avais déjà. Donc en termes d'investissement, mes 1000 premiers euros, vous voyez à peu près où j'aurais pu les mettre et je pense que je ne les aurais pas investis en totalité. J'ai créé une chaîne YouTube. J'ai rapidement, sans vraiment le vouloir, travaillé avec un partenaire et ça m'a permis de faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est quand je vous propose le service d'une autre entreprise. Donc, c'est pas moi qui fais le travail, moi j'ai juste à vous proposer. Si ça vous plaît et que vous souscrivez, je touche une petite commission, obligatoire, pas obligatoire, ça dépend de ce que vous avez consommé, pas consommé. Bref, en tout cas, moi, mon travail, c'est plutôt de dire, ok, ça, j'ai confiance, j'ai testé, vous pouvez y aller. Derrière, je peux potentiellement toucher de l'argent. Et j'ai ouvert une boutique Etsy, et pas n'importe quelle boutique Etsy. J'ai ouvert une boutique Etsy de produits digitaux, de produits numériques. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté mes produits sur Etsy, vous les recevez directement dans votre boîte email et vous ne recevez pas un produit par la poste. Pourquoi je vous dis que tout ça, c'est des muses? Vous allez me dire, oui, mais en fait, tu fais ça sur ton temps off, ton temps de repos. Oui, alors oui, au départ, j'ai créé ça sur mon temps de repos. C'est-à-dire que j'ai décidé de créer des vidéos le samedi ou le mercredi quand je ne travaillais pas parce que je suis à temps partiel. Entre deux, pendant une pause déjeuner, j'ai créé mes vidéos YouTube. Par contre, YouTube aujourd'hui, c'est une plateforme, une fois que vous avez atteint suffisamment de vues et d'abonnés pour être monétisé, c'est-à-dire gagner de l'argent sur chaque vidéo, eh bien vous avez votre vidéo qui a été postée 8 mois avant, elle continue à vous rapporter de l'argent. En ça, c'est une muse parce que c'est pas comme si je livrais une vidéo, qu'on me payait ma vidéo et après, je dois tout reprendre à zéro, refaire une vidéo, être à nouveau payé, sans capitaliser sur ce qui s'est déjà passé dans mon entreprise précédemment. Donc YouTube est une très bonne muse, créer une chaîne YouTube, c'est une muse.
Au bout d'un moment, quand vous êtes monétisé, tout ce que vous avez fait par le passé est monétisé aussi sans que vous ayez rien à faire. L'affiliation, c'est pareil. C'est pas lié, enfin ce que je vais gagner n'est pas lié à mon temps de travail. Si je vous dis, par exemple, allez sur telle boutique, moi j'ai acheté tel produit et ça m'a fait économiser tant d'argent, je ne vous dis pas, je ne vous mets pas un couteau sur la gorge en disant allez, tu me payes maintenant et t'achètes ce produit maintenant. Non, moi, c'est pas mon objectif, c'est pas mon intérêt puisque les gens n'auraient plus confiance en moi. Je réfléchis soigneusement à ce que j'ai envie de vous proposer. Derrière, vous l'achetez ou pas. Moi, en tout cas, j'y passe 0 secondes, quoi, vraiment. Et je gagne de l'argent si vous prenez une décision d'achat. Point. Donc, vous pouvez tout à fait le faire aussi. Aujourd'hui, vous avez un compte Instagram, peut-être qu'avec vos amis et votre famille, en fait, vous pourriez aussi faire de l'affiliation comme moi et gagner de l'argent. Et ensuite, j'ai ouvert une boutique Etsy qui me permet de gagner de l'argent, même quand je fais dodo. C'est-à-dire que oui, ça me prend du temps de créer des fiches, puisque dessus, je vends des fiches et des planeurs. Oui, ça me prend du temps de créer des fiches. J'essaye d'y mettre beaucoup d'amour, faire en sorte que les graphismes vous plaisent, que le design soit agréable, que la méthode soit facile à suivre, puisque ce sont en général des fiches pour apprendre à économiser de l'argent ou pour organiser vos repas, des choses en tout cas qui moi me servent au quotidien. Je les transforme pour qu'elles soient encore plus pédagogiques. Je crée également des descriptions pour que ma fiche produit soit jolie, que vous ayez envie de vous y intéresser. Tout ça, ça me prend du temps, mais une fois que c'est en ligne, ça se vend sans que j'ai besoin de faire grand-chose. En ça, j'estime que le travail que je suis aujourd'hui en train de faire avec Louise Budget, c'est une muse. Oui, j'y investis du temps, oui, j'y ai investi de l'argent, mais une fois que les choses sont faites, elles continuent à vivre par elles-mêmes, ce qui est très différent de quand on est salarié, où au final, si on ne se présente pas un matin au travail, eh bien c'est un abandon de poste et on n'est pas payé. Vous pouvez donc, si vous êtes intéressé pour investir dans une muse en ligne, vous pouvez ouvrir un blog, ouvrir une chaîne YouTube, ouvrir une boutique Etsy de produits numériques. Vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire de la formation en ligne aussi. Bref, il y a plein de possibilités. Vous allez me dire peut-être, oui mais moi Internet ça m'intéresse pas trop, j'ai pas envie de passer mon temps devant un écran. Très bien, moi je trouve aujourd'hui que c'est ce qu'il y a de plus facile, mais vous n'êtes pas obligé d'en passer par là. Il y a aussi des gens qui créent des muses hors ligne. Hop là. Comment est-ce qu'on crée une muse hors ligne? Et bien là aussi, il faut vous dire, je vais créer ou acheter des choses qui me permettent de ne pas être en permanence présent sur mon entreprise. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut vous être considéré pour vous comme un complément de revenu. Ça ne dérange pas votre quotidien. Et en général, si ce sont des produits physiques, il va falloir être malin. Alors certaines personnes parlent de dropshipping. Moi, le dropshipping, ça existe depuis la nuit des temps. Le dropshipping, c'est le fait de vanter les mérites d'un produit que vous n'avez même pas en stock. Et en fait, une fois que les gens ont passé commande chez vous, en fait, vous appelez directement le fournisseur et il se charge de tout. Il se charge d'emballer le produit, il se charge de l'envoyer, il se charge des retours s'il y a besoin, il se charge du service après-vente et des appels consommateurs. Donc vous, en fait, la seule chose que vous faites, entre guillemets, c'est de promouvoir un produit. Attention, il y a énormément d'arnaques sur ce secteur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en dropshipping avec des produits tout pourris, des fournisseurs au fin fond de la Chine qui vendent des produits complètement nuls pour un prix trop élevé. Donc le dropshipping, ça peut être intéressant si vous passez des accords avec des très bons fournisseurs, que vraiment, aujourd'hui vous pouvez faire du dropshipping avec des gens qui créent des choses en France. Imaginons, vous avez trouvé vous avez envie de créer une petite boutique en ligne. Alors oui, allez, un distributeur de produits. Voilà, passons distributeur de produits. Vous voulez créer quelque chose qui s'apparente au dropshipping, mais dans lequel vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Eh bien, vous allez pouvoir créer, pourquoi pas, des distributeurs de produits ou pour les professionnels ou pour les particuliers, dans lesquels vous faites la sélection en fait, et ensuite ce sont les fournisseurs qui viennent approvisionner le distributeur. Si je sors de l'idée que ce sont des fournisseurs qui font le travail à votre place, eh bien vous avez la possibilité tout simplement, oui, d'acheter des distributeurs de produits et d'essayer de les placer dans des endroits stratégiques.
Je pense à ça parce que de plus en plus, vous avez des gens qui créent, des anciens pizzaiolos ou des restaurants qui créent des distributeurs de pizza qui sont ouverts pendant que eux sont fermés. Donc nous, par exemple, dans le village, là, il y a de plus en plus de distributeurs de pain, distributeurs de lait, distributeurs de pizza. Je pense que ça va s'étendre à d'autres produits encore, hein. Mais en gros, ce sont vraiment c'est pas des machines que vous voyez dans les aéroports, hein, c'est des choses qui permettent d'alimenter un peu un village. Même quand les magasins sont fermés ou qu'il n'y a pas du tout de magasin, parce que ça arrive de plus en plus en zone rurale. Donc le distributeur de produits, une fois que vous l'avez posé, que vous avez alimenté la petite machine, concrètement toute la semaine vous ne faites rien si ce n'est surveiller les stocks, et encore c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Voilà, vous pouvez aussi, pourquoi pas, je sais pas, mais investir plutôt en vous disant tiens, je vais commencer avec une bande de copains, on va essayer de faire du gardiennage de meubles. On a un garage qui nous sert à rien à nous tous, ou j'ai un espace chez moi que j'aimerais louer, je vais faire du gardiennage de meubles, je vais me faire un petit site internet et je vais dire aux gens, ou mettre une annonce sur le Bon Coin et dire que je peux garder les meubles pendant un certain temps ou carrément toute l'année. Et bref, vous faites petit à petit et vous mettez pourquoi pas un petit code sur la porte de votre garage. Et les gens peuvent rentrer et sortir du moment qu'ils ont payé leur location mensuelle. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à une stratégie qui vous permette, même si vous n'êtes pas présent sur un lieu à heure fixe et que vous ne travaillez pas 35 heures par semaine, qu'est-ce qui peut vous rapporter de l'argent? Eh bien ça, intéressez-vous de près si vous le souhaitez. Il y a plein d'articles sur Internet et moi, j'aimerais faire encore plein de choses là-dessus. Intéressez-vous aux muses de Tim Ferriss. Et vous allez voir, je pense que moi, ça m'a quand même changé la vie, puisqu'aujourd'hui, je commence à vivre d'une muse et j'ai bien l'intention d'en créer d'autres avec ces 1000 euros. Et puis enfin, avant de passer à mes petites enveloppes, je vais vous dire dans quoi il est important d'investir. Et j'ai eu un déclic il n'y a pas très longtemps, il y a seulement un mois, quand j'ai commencé à me sentir mieux au niveau mental et me sentir mieux physiquement. Eh bien, investissez dans votre santé. Je comprends pas comment j'ai pas pu faire ça avant. En fait, je le faisais parce que j'étais obligée. Quand j'ai fait ma dépression, j'ai dû aller voir une psychiatre. Évidemment, ça coûte de l'argent, même si une psychiatre est remboursée en partie par la sécurité sociale et mutuelle. Mais il n'y a pas que ça, en fait. On peut être aussi beaucoup en prévention. Et aujourd'hui, j'ai envie d'investir pour faire du sport. J'ai envie d'investir pour lire des livres qui me font du bien et qui me permettent d'avoir des clés de compréhension sur ma façon de fonctionner. J'ai envie d'investir dans des conférences, j'ai envie d'investir dans du bien-être. Je pense que la santé, et pareil, j'ai envie d'investir, ça c'était un truc que je faisais, mais plus par éthique, d'investir dans des bons aliments. Mais en fait, ça peut petit à petit vous permettre de vous payer les 1000 euros, une séance chez un praticien ou une praticienne, pour aller mieux. Et en fait, ça sert à quoi d'investir de l'argent si dans 10 ans on n'est plus là, ou on est carrément malade, en mauvaise santé ou dépressif d'ailleurs. Oui, il faut investir de l'argent, mais je pense qu'investir en soi, et c'est un petit peu ce qui revient à parler des connaissances et du temps que vous allez pouvoir investir aussi dans votre vie. Investissez sur votre santé. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en bonne santé de base, eh bien peut-être que ces 1000 premiers euros, ça vous permettra aussi de vous évader un peu et de investir, vous montrer que même avec une santé un peu précaire, on peut investir dans des choses qui ne nécessitent pas forcément d'être 100% présent et 100% en mode hyper ambitieux, hyper carriériste. Vous pouvez investir dans plein de choses avec 1000 euros, quel que soit votre état de santé actuel. En tout cas, prenez soin de vous, je le dis tout le temps, et je pense que ces 1000 euros peuvent vous y aider. Alors, pensez aussi à diversifier. Moi, je vous parlais de ces fameux 1000 euros. Je ne vais pas mettre 1000 euros dans ma santé, ou 1000 euros dans une formation, ou 1000 euros dans l'or. Non, je vais faire en sorte de découper tout ça en petits morceaux. Et la condition sine qua non, à mon sens, c'est que ces 1000 euros, pour pouvoir les investir, vous ayez déjà une épargne de précaution. Si vous n'avez pas d'épargne de précaution, à mon sens, ne cherchez pas à investir, c'est là-dedans que ça doit partir. Si vous êtes criblé de dettes, peut-être que ces 1000 euros vont vous permettre de rembourser un crédit. Pareil, donc attention aux dettes. Investissez toujours en vous-même et dans votre sécurité. Donc moi, quand je vous dis, vous pouvez investir 1000 euros, très cool. Par contre, vérifiez que vous avez déjà une épargne de sécurité si vous arrive quoi que ce soit et que vous avez moins de dettes. Voilà, ça ce sera mon dernier conseil.
Eh bien, ceci étant dit, je vous invite à passer très rapidement à mon petit tour des enveloppes. Eh bien, nous sommes au moment où j'enregistre cette vidéo, le 18 ou le 19 mai, 18 mai je dirais. Et alors là, magie, magie. En alimentation, il me reste 3,67 € sur les 150 € que j'avais mis de côté. On a pas mal de gens qui sont venus manger à la maison, il commence à faire beau maintenant. Donc bon ben voilà quoi, on va s'arranger, il reste un peu de budget encore à mon mari. Et bonne nouvelle, j'ai été payée de 42 € d'un cours que j'ai donné dans une école de commerce le mois dernier. Voilà, donc ça me fait un petit complément de revenu et je pense que ça me permettra de faire les dernières courses comme prévu. Au niveau des transports, j'ai 200 € pour ce mois-ci et j'ai plutôt bien géré. Il me reste 103 €, donc si ça se trouve, je ne vais pas tout dépenser et ça va me permettre de compenser sur les courses. Je n'avais pas de budget pour la décoration et la maison ce mois-ci, pas de budget non plus pour les chats. J'avais un budget de 40 € pour ma petite pomme et il me reste plus rien du tout. Je suis même à moins 3 € et j'ai déjà reporté ça dans ma catégorie alimentation. Pour ma fille, nous avons 120 €. J'ai payé son soutien scolaire, je lui ai payé plusieurs petites choses et il lui reste 39 €. Elle a l'intention de faire du shopping, elle n'a plus aucun t-shirt qui lui va pour cet été. Voilà, il reste encore un petit peu là. Là, c'est plutôt cool. Pour la santé, il me reste 50 centimes sur les 40 € qui étaient budgétés. Et au niveau sortie, j'ai mis un tout petit budget. 10 €, il me reste 20 centimes. En fait, je suis pas de temps sortie que ça ce mois-ci. C'est surtout les gens qui viennent à nous. Mais ça coûte de l'argent quand même. Donc il faut adapter les repas, essayer de faire des choses relativement économiques, mais hyper conviviales et très bonnes surtout. Donc moi, ça me fait plaisir de recevoir par ce beau temps. Voilà, donc c'est pas foufou, mais il reste encore un peu de budget et de toute façon, je vais jongler avec ça. J'espère que vous, ça se passe bien ce mois de mai. Écrivez-moi en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vraiment, j'avais arrêté un peu les sujets investissements, mais j'ai envie d'y retourner, mais de façon pas risquée. En fait, voilà, des choses que moi je fais déjà. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses qui me paraissent pas suffisamment éthiques ou trop risquées pour moi. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi. Dites-moi aussi, ça me fera un grand plaisir de savoir comment se passe budgétairement parlant votre mois de mai. Et puis, comme d'habitude, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vos petits sous, mais surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.